Comment le président Barrow va-t-il s'y prendre pour le redressement du pays? Certains économistes soutiennent que le nouveau régime a du pain sur la planche. Toutefois, ils estiment que les pays de la CEDEAO et de la communauté internationale doivent accompagner le nouveau président pour l'aider à résoudre cette équation dans l'immédiat. Un travail de Fatou Bintou Diagne. Le nouveau régime gambien a du pain sur la planche. La situation économique du pays est désastreuse. Le président sortant a dilapidé toutes les ressources. Il est nécessaire d'accompagner Barrow pour résoudre cette équation dans l'immédiat. Les accompagner peut-être même en leur octroyant, n'est-ce pas, un crédit conséquent, mais aussi en les accompagnant au niveau des institutions internationales, les partenaires techniques et financiers, etc., pour que les Gambiens puissent faire face aux dépenses immédiates. Étant donné que la Gambie aujourd'hui est au sein du Sénégal, il faudra faire tout pour accompagner, avoir des investissements communs sur des grands projets. Il y a le pont déjà que le président Barrow, Adama Barrow, a dit qu'il va accompagner, mais sur les projets structurants qui doivent accompagner l'économie gambienne. Le tourisme était le secteur le plus attrayant, mais souffre de cette crise post-électorale. Le secteur touristique était peut-être le plus grand pourvoyeur de revenus au niveau de l'économie gambienne, mais il faut dire que ça a battu un peu de l'aile peut-être la veille des événements. Les gens aiment la Gambie, surtout les gens qui viennent des pays nordiques. Et maintenant, je pense qu'avec la stabilisation, avec le retour de la démocratie, les touristes vont revenir. Stabiliser la Gambie pourrait être synonyme d'accalmie en Casamance, selon le député de Besdouniak, et le Sénégal doit s'y investir. Il faut bien comprendre les dispositions pour accompagner la Gambie, pour que son économie reprenne, pour qu'il y ait un développement, pour que la jeunesse puisse trouver de l'emploi, pour que les secteurs vitaux reprennent leurs activités. C'est important pour Adama Barrow, mais c'est important aussi pour le Sénégal parce que c'est une question de stabilité. C'est une ouverture aujourd'hui pour régler le problème de la Casamance et ouvrir le couloir de développement pour la Casamance. Le président sortant a dilapidé toutes les ressources et pour nos interlocuteurs, des poursuites doivent être envisagées pour la restauration de tous les biens de la Gambie. Les réfugiés gambiens au Sénégal sont en train de rentrer au pays, très en colère contre Yaya Jammeh. Ils voient en lui un véritable dictateur. Toutefois, ces réfugiés gambiens saluent l'élan de solidarité des Sénégalais et se réjouissent du changement de régime. Ils espèrent avec leur nouveau président voir une Gambie émergente. Nous rejoignons Mamadou Diop. Yaya Jammeh quitte définitivement le pouvoir. L'ex-président de la Gambie prend le chemin de l'exil, ce qui est un véritable ouf de soulagement chez les Gambiens qui voient de lui un véritable dictateur. La joie et l'allégresse envahissent ces Gambiens qui depuis un bon moment sont habités par la peur, l'angoisse et le désespoir. Puisque Yaya Jammeh est parti, maintenant on peut rentrer chez nous. Il a beaucoup terrorisé les Gambiens. Personne n'avait la liberté de s'exprimer librement. Il faisait comme il veut, il se croyait être un roi. C'est comme si on était en prison. Aussitôt après l'annonce du départ de Yaya Jammeh vers la Guinée équatoriale, les réfugiés gambiens commencent à rentrer au bercail. Tous les moyens sont bons pour allier leur pays. Quand j'ai entendu que la crise est résolue, je me suis dit qu'il est temps de rentrer au pays. Ici, au port de Ndahonga, des Gambiens qui étaient réfugiés à Dakar, à bord d'un minibus, débarquent sur les lieux. Ils vont s'embarquer dans le bac pour Foundiougne avant de prendre la route direction la Gambie. Sourire aux lèvres, visage reluisant, ces Gambiens sont très remontés contre Yaya Jammeh, qui selon eux n'a fait que du mal aux Gambiens. Avec le changement de régime, les Gambiens interrogés espèrent enfin voir leur pays s'envoler vers l'émergence. Nous avons des attentes pour le nouveau président Adama Barrow, mais surtout qu'il nous aide à travailler tranquillement et que enfin règne la démocratie en Gambie. Avant de rentrer au pays, ces réfugiés gambiens n'ont pas manqué de saluer l'élan de solidarité de leurs parents sénégalais. Comme eux, d'autres Gambiens qui sont sur le chemin du retour ont le même sentiment. Ils souhaitent ne plus voir Yaya Jammeh dans leur pays.
Comment se présente l'avenir entre le Sénégal et la Gambie? L'envoyé spécial du président de la République du Sénégal espère des relations fructueuses entre les deux pays. Aminata Touré soutient qu'avec le départ de Yaya Jammeh, une nouvelle ère va s'ouvrir entre les deux nations. L'ancien Premier ministre a salué la position du Sénégal et celle de la CEDEAO qui ont permis un dénouement heureux de la crise gambienne. Voici Aminata Touré au micro de notre correspondant sur place. C'est vraiment un grand soulagement d'avoir vu hier Yaya Jammeh prendre l'avion et partir. Et voilà, laisser le pouvoir pacifiquement à celui qui a été démocratiquement élu par les Gambiens, le président Adama Barrow. C'est l'occasion vraiment d'exprimer toute notre fierté quant à la position du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a su allier fermeté et patience. Ça a été un grand exercice de diplomatie, mais également d'expression de principe. On remercie Dieu du fond du cœur pour ce dénouement dans la paix, dénouement dans lequel le président de la République a joué un tout premier rôle, parce qu'il est évident qu'il a fallu, disons, la CEDEAO, sous le leadership du président, pour arriver à ce résultat-là, qui est le respect, comme je l'ai dit, de l'expression populaire des Gambiens qui se sont choisis démocratiquement le président Adama Barrow, que nous félicitons et à qui nous souhaitons bonne chance. Le professeur Abdoulaye Bathily salue l'intervention de la CEDEAO en Gambie qui s'est faite sans bain de sang. Pour lui, une cohésion sous-régionale est nécessaire pour réduire les risques d'une prolongation d'une crise interne. Il indique que la crise gambienne est une belle leçon qui doit servir tous les pays africains. Nous l'écoutons. Si il n'y a pas de cohésion dans la sous-région, il y a des risques que la crise interne dans un pays se prolonge, que les intérêts de tel ou tel État voisin prennent le dessus par rapport aux intérêts globaux du peuple concerné et de la région. C'est pourquoi j'estime que la CEDEAO a joué un rôle éminent. Le déploiement militaire de la CEDEAO a eu un élément dissuasif qui a amené le président Jammeh à accepter de partir. Nos pays d'Afrique sont aujourd'hui des pays, tous, sans exception, très fragiles. Pouvoir et opposition, donc, ont ce devoir sacré de gérer nos pays par rapport à ces réalités qui sont là. Et je suis sûr que les acteurs gambiens sont conscients de cela. Et les événements actuels constituent précisément une leçon qu'on peut tirer. Nous restons avec le professeur Abdoulaye Bathily. Le candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine prône des réformes qui permettent à l'Afrique de relever les défis auxquels elle fait face. Une façon, selon lui, de favoriser le développement économique du continent. Professeur Bathily révèle que 80% des ressources de l'UA proviennent de partenaires. Il estime que des efforts doivent être faits pour changer la donne. Abdoulaye Bathily a fait face à la presse ce matin. C'était en présence de Ndeye Fatimlo. Durant tout son parcours, le professeur Bathily a été au service de l'Afrique. En s'engageant à promouvoir le panafricanisme sous différentes casquettes, il veut aujourd'hui être à la tête de la Commission de l'Union africaine. Ma vie personnelle et professionnelle est entièrement dédiée à ce continent. Pendant des années, d'abord à l'Organisation de l'Unité africaine, ensuite au niveau de l'Union africaine, j'ai participé en tant qu'expert à l'élaboration de presque tous les textes fondamentaux de ces organisations. J'estime que mon parcours me permet aujourd'hui, avec mon engagement personnel, de dire que je peux apporter une contribution à la solution des problèmes du continent. Malgré que l'Afrique a fait d'énormes progrès, la paix et la sécurité font partie des défis dont le continent fait face. C'est des questions ardues, c'est des questions complexes. Les transitions démocratiques mal gérées peuvent amener à des guerres civiles. Aujourd'hui, près de 9 pays, 10 pays même d'Afrique sont dans une situation
de fragilité extrême sur le plan politique. S'il est élu à la tête de l'UA, le professeur compte mettre l'accent sur la vision de l'agenda 2063 de l'Union en mettant en place une commission performante. Il faut que nous ayons une commission qui soit à même de répondre à ces interpellations. Je compte m'engager à savoir des réformes structurelles de la Commission de l'Union africaine elle-même pour répondre à son devoir d'aujourd'hui. La présidence de la commission de l'UA est selon le professeur Bathily une plateforme unique qui va lui permettre d'exercer son engagement et son expertise au profit du continent. Il veut aujourd'hui réaliser le rêve d'une Afrique où ses fils détiennent les clés de leur destinée. Un mot d'économie dans ce journal. Signature ce lundi de 3 accords de financement d'un montant de 51 milliards avec le vice-président de la BID. L'institution financière a accordé au Sénégal plus de 1400 milliards de francs CFA depuis 1976. Annonce du ministre de l'économie et des finances. Objectif appuyer les projets de développement de la microfinance islamique au Sénégal et la lutte contre le paludisme. Selon Amadou Bar, ces accords vont intervenir dans les secteurs économiques et sociaux stratégiques définis dans le PSE. Les précisions de Djibi Sardioni. La Banque islamique de développement a encore apporté un soutien constant à l'État du Sénégal. Des accords de partenariat ont été signés avec le ministère de l'économie et des finances dans les secteurs socio-économiques et sanitaires. Ils visent entre autres à appuyer certains projets phares du Sénégal. Concernant respectivement le développement de la microfinance islamique, l'appui à la lutte contre le paludisme et l'assistance technique pour le plan de communication du projet WAF, pour un montant cumulé de 92 millions de dollars, soit près de 51 milliards de francs CFA. La BID octroie un financement de 32 milliards de francs CFA. Il devra contribuer au développement socio-économique du Sénégal grâce à l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises et par voie de conséquence par l'amélioration des niveaux de vie des populations et 25 000 nouveaux emplois générés d'ici 2022. Ces accords de financement avec la Banque islamique de développement contribuent également à améliorer le projet d'appui à la lutte contre le paludisme. Quant au projet d'appui à la lutte contre le paludisme, il est composé d'un financement mixte de votre groupe et du Fonds de la vie et de substances pour un cumul de 32 millions de dollars, soit environ 17 milliards de francs CFA. Ce projet contribuera à la réalisation des objectifs du programme national de lutte contre le paludisme qui vise à réduire la mortalité et la morbidité liées au paludisme. En particulier, il permettra d'accélérer l'atteinte du seuil épidémiologique de préélimination du paludisme, moins de 1 cas pour 1000 habitants. Depuis 1976, le cumul des approbations que la Banque islamique de développement accorde au Sénégal s'élève à près d'1,5 milliard de francs CFA, ce qui fait que le Sénégal se positionne aujourd'hui comme le premier pays partenaire de la Banque islamique de développement en Afrique subsaharienne. Et nous changeons de registre. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime vient de mettre sur pied un nouveau programme régional pour l'Afrique de l'Ouest. Objectif, lutter contre l'usage de la drogue et la recrudescence des crimes. Les responsables de l'ONUDC ont profité de cette rencontre pour présenter un bilan des activités de l'institution en Afrique de l'Ouest. Les détails avec Ababakar Sadirtop. Un nouveau programme régional pour l'Afrique de l'Ouest pour une durée de 4 ans vient d'être mis sur pied. Fidèle à son credo, l'ONUDC compte renforcer sa lutte pour l'éradication de la drogue et des crimes. Ce programme régional, qui est un nouveau programme régional, donc 2016-2020, qui est lancé aujourd'hui, en fait, si vous voulez, a pour but de renforcer les États de la CEDEAO et la Mauritanie, puisque nous incluons la Mauritanie dans l'Afrique de l'Ouest, pour être plus forts contre la lutte, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée transnationale, le terrorisme, la corruption, les trafics, bien sûr le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le trafic de personnes, le trafic d'armes, enfin tout ce qui touche au sens le plus large du terme, la criminalité sous toutes ses formes. Le Sénégal est également dans la lignée de l'ONUDC. Pour les responsables de cette institution, Dakar est un carrefour. Le Sénégal est comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui est soumis à beaucoup de défis. C'est un
un pays qui est un pays, bien sûr, comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, producteur de cannabis, qui voit aussi du cristal méthamphétamine passer au travers de son territoire. C'est un pays dans lequel il y a de l'héroïne, il y a des héroïnomanes, et c'est un pays qui est touché par, bien sûr, la cocaïne, le crack cocaïne. Donc toutes les drogues sont malheureusement présentes au Sénégal. Ce programme vise à réduire autant que possible l'usage de la drogue en Afrique de l'Ouest. Pour l'atteinte des objectifs, l'Union européenne est le principal bailleur. Nous en venons au chapitre politique. La présidente du mouvement pour le renouveau patriotique, Yaye Fatou Diagne, a rejoint l'Alliance pour la République. Le maire de Ngathie-Naoudé a officialisé ce ralliement à travers un méga meeting. Yaye Fatou Diagne évoque la pertinence du plan Sénégal émergent. Pour justifier son acte, la manifestation a été rehaussée par la présence du directeur de cabinet du président de la République, Maître Oumar Youm. C'était à Daga Diakhaté qu'Odé Ndiaye y était. Bu dee département Guinguinéo bu dee région de Kaolack bu dee Sénégal fépp foo xam ne militant wu mouvement pour le renouveau patriotique nekk na fa bés ni ki tey dugg nañu biir alliance pour la république muy APR. Depuis son fief de Daga Diakhaté dans le département de Guinguinéo, dans la région de Kaolack, Yaye Fatou Diagne annonce son adhésion dans l'Alliance pour la République. La désormais ex-présidente du mouvement pour le renouveau patriotique et par ailleurs maire de Ngathie-Naoudé se dit convaincue par le plan Sénégal émergent. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai analysé le plan Sénégal émergent. J'ai vu que c'est la seule vision, pour ne pas exagérer, qui vaille pour un pays qui veut aller de l'avant. Parce que, comme je l'ai dit, le plan Sénégal émergent, ne le prenons pas comme un slogan. C'est une expérience, c'est une conviction. La maire de Ngathie-Naoudé compte désormais travailler main dans la main avec les responsables locaux. Ceci pour des victoires éclatantes lors des prochaines joutes électorales. Mais si vous regardez les scores des élections, ce ne sont pas que les voix des responsables des partis. Il y a les populations aussi. Ce sont les populations qui votent. Les populations, ils votent pour qui? Pour les gens qui sont là pour leurs intérêts, pour les intérêts de la population. Alors moi, tout ce que je dis, si c'est au sein du parti, moi je dis que mes frères de parti sont là. Et voilà, ce sont mes frères et mes sœurs. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire pour ça. La maire de Kaolack exprime sa satisfaction à accueillir la nouvelle venue qu'elle compte accompagner dans ses actions de développement. C'est un sentiment de satisfaction, mais également une fierté. Une fierté parce que c'est une femme. C'est une femme mère. Et pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu et remercier encore une fois le président de la République, son Excellence Macky Sall, grâce à qui nous entendons des maires parler dans leur commune. Nous entendons des maires parler des situations de leur commune. Tour à tour, les responsables locaux ont salué cette nouvelle adhésion dans leur formation politique. Yaye Fatou Diagne dirige une commune composée de 56 villages, peut-être des voix en plus pour les prochaines joutes électorales. Un méga meeting qui a vu la participation des populations venues de partout dans la zone. Odé Ndiaye, le directeur de cabinet du président de la République, Maître Oumar Youm, a salué l'adhésion du maire de Ngathie-Naoudé, Yaye Fatou Diagne à l'APR. Le directeur de cabinet, qui était venu représenter le chef de l'État au meeting de ralliement à Daga Diakhaté, considère cette adhésion comme une plus-value. Oumar Youm est avec notre reporter. Venu donc avec une très forte délégation du parti, composée de députés, de ministres, de membres du Conseil économique et social, en présence de tous nos grands responsables du département de Guinguinéo, de la région de Kaolack, pour accueillir notre sœur, notre camarade, Yaye Fatou Diagne, qui a décidé d'intégrer et de rejoindre notre parti, l'Alliance pour la République. Déjà, on pouvait la considérer comme une sympathisante, parce qu'elle a toujours accompagné le président dans ses combats politiques, notamment le dernier, le référendum. Elle s'est engagée au niveau du Haut Conseil pour donner à notre majorité présidentielle une victoire éclatante lors de ces élections. Donc elle vient juste régulariser une situation, officialiser une position. Le président m'a demandé de venir pour lui souhaiter la bienvenue parce qu'elle vient à l'APR sur demande du président de la République. Nous sommes heureux d'accueillir Yaye Fatou Diagne, une militante engagée pour le développement, patriote convaincue, qui a su faire ses preuves partout où elle est passée
Et donc c'est une plus-value pour notre parti, c'est une plus-value pour notre mouvance présidentielle. Et nous pensons qu'effectivement maintenant, après la massification, après l'adhésion, il nous reste à relever le défi de l'intégration. Ça se fera avec l'unité. Un autre ralliement, celui du mouvement national de la jeunesse républicaine à la paire. L'organisation a décidé d'accompagner le président de la République dans la réalisation du plan Sénégal émergent. Cette instance impliquera toutes les catégories sociales. Cette nouvelle structure tend la main à la COJER et les autres mouvements, nous dit Lustina Sagna. Un nouveau mouvement de soutien au président Macky Sall est né. En plus de la COJER et du maire, le mouvement national de la jeunesse républicaine compte apporter sa pierre à l'édifice. Le MNJR ambitionne d'intégrer le secteur informel dans le plan Sénégal émergent. On a constaté que sur les instances de décision que les jeunes sont en train de diriger actuellement dans le parti au pouvoir, que j'ai cité la paire, on retrouve le COJER, la coordination des jeunes élèves républicains. Il y a aussi le maire, le mouvement des élèves et étudiants républicains. Je me suis dit qu'il y a une marge d'erreur à rectifier. Et c'est dans ce cadre d'idée que j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice en créant le mouvement national de la jeunesse républicaine qui va tout simplement englober toute la jeunesse qui se retrouve dans le siège du PSE, de notre très cher président de la République du Sénégal. Si par exemple vous prenez un mécanicien par exemple, il ne va pas se retrouver dans le COJER, selon moi. C'est pourquoi j'ai voulu faire la différence en intégrant le secteur informel dans la bonne marche du PSE. Idrissa Sow et ses camarades invitent ainsi tous les jeunes du Sénégal à être actifs tout en s'impliquant dans les affaires politiques du pays. Nous voulons fédérer toutes les forces vives de la nation qui se retrouvent encore une fois dans la paire. Nous voulons une assistance de l'État parce que l'État ne peut pas se développer tout seul. L'État a besoin des jeunes, surtout des jeunes actifs. Et nous sommes très actifs et nous appelons vraiment tout le monde, tous les jeunes, à venir travailler avec nous. Notre porte est grandement ouverte. Le mouvement national de la jeunesse républicaine est né il y a 2 semaines de cela et est parrainé par le Dr Cheikh Kanté, directeur général du port autonome de Dakar, et entend ainsi soutenir le président de la République dans la mise en œuvre du PSE. Je vous l'annonçais en début d'édition, cela fait plus d'1 mois que la commune de Gaïndjaï est confrontée à un manque d'huile végétale, situation qui cause de nombreux problèmes aux populations de la localité. Le peu de quantité dont dispose le terroir se vend très cher. Le baril de 20 litres s'acquiert à 20 000 francs CFA, voire plus. Le prix du litre s'échange à 1200 francs. Les habitants de la commune interpellent les autorités à trouver une solution au plus vite. Un reportage d'Elhaj Moussabey. À Gaïndjaï, l'huile végétale est en manque. Les populations rencontrent d'énormes difficultés pour s'en procurer. Nous nous activons dans la vente de beignets. Ces jours-ci, nous chômons car il nous est difficile de trouver de l'huile. Ils ne nous ont rien dit, à part que le produit est en manque. Nous n'avons jamais vécu une situation pareille et elle est devenue pire ces derniers jours. Les raisons de la rareté sont jusqu'ici inconnues et le prix du produit connaît une augmentation. Le litre s'acquiert à 1200, c'est trop cher. 1200, c'est le prix vendu au litre. Avant, nous l'achetions à 900, voire 1000 francs. Nous achetons le baril de 20 litres à 20 000 francs CFA. Il y a des commerçants qui le vendent à 21 000 francs. Produit essentiel dans la préparation du repas quotidien, sa rareté impose un certain nombre de mains à se contenter. Le mbahal, le mafé ou même le nyeribouna dominent les plats quotidiens. Nous n'avons pas le choix car l'huile se fait rare. Même si les raisons sont inconnues, d'aucuns croient que la rareté de l'huile végétale est due à la crise gambienne. Les populations de la province interpellent les autorités à apporter une solution à cette situation qui perdure. Des passerelles ont été aménagées sur l'autoroute Seydina Limamoulaye et sur la VDN et pourtant vous verrez beaucoup de personnes braver le danger en traversant la route. Malgré la sensibilisation, les mauvaises habitudes sont tenaces. Cependant, des mesures contraignantes sont appliquées pour obliger les usagers à emprunter les passerelles. À Padoua et non loin de la foire, des grilles en fer ont été installées. Mekonini, un sujet d'Ibrahim Fall. Le Sénégal sur la rampe de l'émergence. C'est du moins la volonté du président de la République Macky Sall. Pour que cette volonté soit réalisée,
les mentalités doivent changer. De l'avis de certains Sénégalais, il faut d'abord commencer par les actes citoyens, comme le passage sur les passerelles. Chacun devrait au moins de son propre gré voir, même si on ne te le dit pas, tu vois à l'œil nu que tu dois au moins emprunter ce qui a été mis en place par l'État. D'abord, c'est une question de sécurité. Tu dois penser à toi-même avant d'appliquer quoi que ce soit. Je pense, à mon avis, c'est beaucoup plus prudent de traverser l'autoroute à travers la passerelle plutôt que de traverser l'autoroute elle-même, qui fait au moins d'une longueur de près de 30 mètres. La question qui taraude les esprits, pourquoi attendre ces consignes contraignantes pour agir comme un citoyen modèle? Éducation ou civisme, parce que ou le dara ou à l'école, quand on y est, forcément on nous apprend comment traverser une route. Pour les raisons de sécurité, les passerelles sont établies pour traverser l'autoroute en toute sécurité. Donc quelqu'un qui ne le fait pas, à mon avis, c'est un point de civisme. Non, avec un cœur meurtri, parce que moi, je suis désolée de voir des femmes, des mamans vraiment qui travaillent dur pour soutenir leur famille, en train de traverser à un bon moment, on dit voilà, il y a un accident et truc. Et pourtant, la construction de ces passerelles a nécessité un financement. Vu le coût d'une passerelle, c'est extrêmement énorme. Quand l'État du Sénégal met ce coût pour un problème de sécurité, pour que les citoyens y passent pour traverser l'autoroute, nous lançons un appel à nos potes citoyens sénégalais d'emprunter les passerelles pour la traversée de l'autoroute. Un être humain coûte plus de milliards. Si on peut le faire jusqu'à l'aéroport, tant mieux. Au moins, on va forcer les gens de traverser au niveau des passerelles piétons. Les passerelles sont construites pour les piétons. Ces derniers préfèrent traverser la route avec tout le danger que cela présente. Les citoyens sont appelés à plus de responsabilités. Après un peu plus de 3 mois d'exercice, la directrice de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, ex-BSDA, a fait un état des lieux devant les acteurs culturels, une tribune qu'elle a saisie pour apporter des éclaircissements sur la structure en question. Elle déclare avoir trouvé des caisses vides, contrairement aux propos avancés par Mouniroussi. Adiara Bonardi nous en dit plus. 1,150 milliard, telle est la somme globale qu'on doit à la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. Une révélation de sa directrice afin de faire taire les rumeurs. Cette dernière n'a pas manqué de fustiger cela et explique pourquoi les artistes ne puissent pas vivre de leur art. On a fait appel à un commissaire des comptes qui a fait un bilan de 2014 et 2015 pour dire qu'on n'a pas trouvé de commissaire aux comptes ni de manuel de procédure. Aujourd'hui, il y a un monde fou qui doit de l'argent à cette maison. En termes de chiffres, la dette s'élève à 1,51 413 171 francs. Moi qui suis productrice, quand j'ai entendu cela, j'ai vite compris pourquoi les artistes sont pauvres. L'heure était aussi au bilan pour la SODAV. Un exercice depuis 100 jours, plein de démarches ont été faites. Ceci afin de faire l'état des lieux de la BSDA pour pouvoir démarrer le travail. Mais selon Gonenour, cette structure a une dette vers la fiscalité. Il y presse, le constat fait et qu'il roule sans sous. La première chose qu'on a fait, c'est de voir si effectivement les chiffres comme ceci a avancé, c'est ce qu'on retrouve dans les caisses. On a fait nos vérifications au service financier de l'ex-BSDA. C'est ce qui nous a permis de savoir que le total de ce que Mouniroussi a laissé est estimé à 42 216 262. C'est la raison pour laquelle les artistes sont pauvres. Pour rappel, Mouniroussi, ex-directeur de la BSDA, disait à qui voulait l'entendre qu'il a laissé les comptes ouverts qui pourraient permettre à la SODAV de procéder aux répartitions de la section musicale et même payer les salaires. Il rappelait également qu'ils ne doivent rien à aucun fournisseur lors de son discours d'adieu, des déclarations qui semblent ne pas convaincre les nouveaux dirigeants. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Match très serré pour les poulains d'Aliou Cissé. 2 buts partout. Le score final, vous l'aurez certainement dans notre édition de 13h. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques poussières de secondes, BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.